Le dernier dossier, c'est une question que vous devez beaucoup aimer, c'est dysphonie. Donc c'est pareil, on va essayer de débrouiller un peu pour essayer de simplifier parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Le micro, il est où? Je sais plus. Pardon. Donc il a 60 ans, il a une dysphonie qui évolue depuis 3 semaines, qui se majore au cours de la journée. Sa voix, elle est bitonale, soufflée et fatigable. Donc qu'est-ce que tu vas rechercher à l'interrogatoire? Alors, j'ai mis au niveau de ses antécédents, Oui. la profession, Oui, c'est une bonne idée. un surmenage vocal, Oui, c'est une bonne idée. intoxication alcoolo-tabagique, Oui. un antécédent de traumatisme laryngé, Oui. d'intubation, de chirurgie cervicale ou thoracique, une infection, un antécédent d'infection, une pathologie de système, genre sarcoïdose, voilà. Et puis bon, ses antécédents de façon générale, cardiovasculaires, etc. Au niveau de l'anamnèse récente, la date et le mode de début des symptômes, l'évolution spontanée, la variation nictémérale, les circonstances déclenchantes, le timbre. Nictémérale, tu l'as. Les Oui, c'est pour circonstances ça. déclenchantes, c'est bien. Le timbre. Ouais, le timbre, tu l'as. Ouais, l'intensité. Enfin, ouais. Et les signes associés, Ouais. otalgie, céphalée, acouphènes, vertige, dysphagie, autorée. Dysphagie et l'autre truc important, là tu es parti pour un problème de... Il y a 3 D. Hein. Quand il y en a un, il faut toujours mettre les 2 autres. Voilà. Ça c'est important. Hein. C'est pas pareil du tout s'il respire ou s'il respire pas. Donc effectivement, là c'est un peu le fourre-tout parce qu'on n'a pas grand-chose dans l'examen clinique. Il faut mettre en premier tout ce qui oriente vers... manifestement, ça va être un dossier de dysphonie, hein, puisque c'est à peu près la seule chose qu'on sait dans les 2 lignes. Et donc, il faut bien rechercher les antécédents. Rien qu'avec ça, la plupart du temps, on a le diagnostic. Donc, chirurgie cervicale ou chirurgie thyroïdienne ou chirurgie thoracique, les cancers ORL, ça peut être utile. L'irradiation cervicale, ça peut être utile. Les habitus, notamment l'intoxication onolotabagique, c'est bien. Les signes fonctionnels, donc dyspnée, dysphagie, dysphonie, ça va ensemble. Et puis, un élément déclenchant. Ok, donc en fait, il est en retraite, il fume un petit peu, mais pas trop. Il prend du Loxène pour une tension, bon. Il prend du Downhill, bon. Et il vient d'avoir une artériectomie de la carotide commune gauche sous anesthésie générale il y a moins d'1 mois. Est-ce que tu as une idée sur ce qui s'est passé? J'ai mis que c'était probablement une cause iatrogène par en fait lésion du nerf récurrent gauche lors de l'intervention. Ou alors que c'était l'intubation, mais je ne sais pas lequel des deux. Oui, c'est bien. C'est la question 3 que j'ai dite déjà, c'est ça? Non, qu'est-ce que tu mettrais dans la question 2? Alors, on va faire les deux. Alors, qu'est-ce que c'est la cause de la dysphonie? Enfin, iatrogène chirurgicale à cause de... Mais... Ouais. C'est pas l'étiologie, là. C'est vraiment, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? C'est bon, hein. C'est bon ce que tu dis. Donc, globalement, tu as l'impression que c'est une lésion... c'est une paralysie d'une des cordes vocales. paralysie laryngée. Ok, unilatérale. Ok, donc les étiologies, c'est bien. Vas-y, finis puisque tu avais commencé du coup. Toutes les étiologies qu'on peut évoquer, donc c'est soit iatrogène, soit tumorale, oui. avec l'intoxication alcoolo-tabagique, oui. soit après c'était nerveux, une névrite, mais à cause du diabète, mais bon. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui était bien, que tu as oublié là. L'intubation. L'intubation, ouais. Moi j'ai mis oui iatrogène. Ouais, bah là, il faut essayer de détailler un peu parce que en fait, c'est vraiment une question que granulome tout le temps pour nous. C'est après une opération, est-ce que notamment après une chirurgie de la thyroïde par exemple, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Est-ce que c'est le récurrent? Est-ce que c'est une ankylose des arythénoïdes? Est-ce que c'est un granulome sur l'intubation? On ne sait pas trop. Ok. Non, ça n'existe pas ça. Non, un hématome de la corde vocale, non. Alors, est-ce que ça pourrait être une séquelle? Il n'y a pas de raison que ça soit apparu après la... Tu peux l'évoquer, mais là, on est plutôt orienté vers un problème local. Ensuite, quel examen physique tu fais? Je ne sais pas où on en est encore. Oui, pardon.
Moi, j'ai fait d'abord une laryngoscopie pour observer le tonus des cordes vocales, voir si Direct ou indirect? je n'en ai pas la moindre idée. J'en sais rien. Indirect. Je vais expliquer. Je connais pas la différence, donc de toute façon. En fait, c'est pas compliqué. La laryngoscopie indirecte, c'est quand on ne regarde pas directement le larynx, donc c'est quand le patient il est assis devant vous. Et la laryngoscopie directe, on regarde directement le larynx, donc c'est avec les tubes dont je vous parlais mardi. On le voit directement en face. On n'est pas en inversé, comme d'habitude. C'est tout. D'accord? Parce qu'en nasofibroscopie, la gauche et la droite, c'est à l'envers, tandis que quand on se met derrière le patient avec le tube dans la bouche, tout est comme pour le patient. Donc ça s'appelle la laryngoscopie directe. Ça, c'est sous-âgé. D'accord? Il faut surtout pas mettre la laryngoscopie directe comme examen physique. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et la laryngoscopie indirecte, c'est soit le miroir, soit la nasofibroscopie. D'accord? Alors, le miroir, c'est un petit miroir. J'en ai sur le diaporama. C'est un petit miroir comme le miroir des dentistes, un petit peu incliné, comme ça, qu'on chauffe un peu pour ne pas avoir de buée. On prend le patient devant soi, on tire sur la langue. Et avec le miroir de Clark, qui est donc l'instrument magique des ORL, on regarde dans le miroir le larynx, en essayant de ne pas faire vomir le patient. Ça, c'est avec la nasofibro, c'est ça? Non, ça, c'est le miroir laryngé. Et la nasofibro, c'est vachement plus facile. Je vais tout redire après avec les images, ça sera peut-être plus simple. La nasofibroscopie, c'est un fibroscope comme le fibroscope des gastro ou des pneumos, mais beaucoup plus petit. D'accord? C'est une des façons d'examiner le larynx en consultation. L'autre façon d'examiner le larynx en consultation, c'est le miroir laryngé. C'est en fait quand on n'avait pas de fibroscope, hein, tout bêtement. Et en fait, effectivement, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses sur les deux choses. Mais... Donc, effectivement, il faut faire une laryngoscopie, donc... Indirect. Indirect, ouais. Et j'ai dit que on regardait la motricité des cordes vocales, si on voyait un hématome ou s'il y avait un nodule sur une des cordes vocales, enfin des choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas regarder aussi? Là, on a dit que c'était quoi? Une paralysie, donc tu regardes si elle bouge. C'est l'intérêt en fait de l'examen clinique du larynx. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis notre patient en bloc opératoire qui dort et qu'on lui met le tube dans la bouche, on ne peut pas savoir si le larynx il bouge ou pas parce qu'on ne peut pas lui dire de dire « i » vu qu'il dort. D'accord? Donc c'est hyper important de l'examiner avant avec le nasofibroscope. Donc quand on fait une laryngoscopie indirecte, on regarde effectivement la morphologie du larynx, on regarde la mobilité du larynx aussi. D'accord? Et donc là particulièrement puisqu'on se disait qu'il était paralysé. Est-ce que tu cherches d'autres choses? Non, la laryngoscopie, ouais, c'est bien. Si ça bouge, s'il y a une corde vocale qui ne bouge pas, il faut aussi regarder si elle est ouverte ou fermée, parce que ce n'est pas pareil d'un point de vue respiration. Si elle est paralysée fermée, ça fait moins de place que si elle est paralysée ouverte. D'accord? Le problème de quand elle est paralysée ouverte, c'est quoi? Ouais, on ne peut pas bien parler, et le gros problème, les fausses routes. Tu vas chercher d'autres choses alors? Tu continues ton examen ORL, donc tu as fait ta laryngoscopie ensuite. Cherche une cause. Après, j'avais recherché des adénopathies cervicales, enfin un peu partout. J'avais, je sais pas, un examen général. La paralysie récurrentielle. Thyroïde. Palper la thyroïde. Ok, ensuite il n'est pas bien, il a de la fièvre, il tousse, il est fatigué, il frissonne, il désature. Qu'est-ce que tu demandes comme examen complémentaire? Je demande une radio de thorax, oui. des gaz du sang, oui. Un bilan infectieux, et très fatigué, des émocs. Ouais, c'est bien. On peut discuter les ECBC. Ok, quelle est l'étiologie la plus probable chez ce monsieur? Oui. Pourquoi? J'entends rien. Parce que, vas-y, justifie un petit peu. Il y a deux choses. Il y a une chose, oui, surtout parce qu'il a une paralysie laryngée, donc il faut penser qu'il risque de faire des fausses routes. Et aussi un peu parce qu'il est vieux. Bon.
Un peu. Ensuite, la radio. Radio de thorax de face, Oui. avec une pneumopathie franche lobaire droite, aiguë. Ouais. Et donc, c'est en faveur de... Pneumopathie d'inhalation. D'accord. Ensuite, on le traite un petit peu quand même. Alors on l'hospitalise, on le met à jeun puisqu'il a inhalé. On met des antibiotiques pour les trucs pour l'inhalation. Donc moi j'avais mis C3G plus aminoside Ouais, c'est une bonne idée. en IV. Il fallait faire le bilan, je sais pas si on a secondairement adapté à l'antibiogramme des hémocs ou des prélèvements bactériaux des crachats. Antipyrétique, antalgique, oxygénothérapie si besoin, pour une SAT à 95 et surveillance. D'accord. Et puis, il faut... Et qu'il La arrête. petite subtilité ORL, c'est qu'il faut faire de l'orthophonie Il- pour absolument. rééduquer la déglutition. Hein, parce que l'orthophonie, on pense toujours que ça sert aux enfants pour apprendre à parler, mais en fait en ORL hospitalier, ça sert surtout aux adultes à apprendre à avaler. En fait, la question de dysphonie, elle est un peu casse-pompon. Enfin, je ne sais pas très bien comment la systématiser pour que vous compreniez quelque chose. Il faut quand même être sûr que ce soit bien une dysphonie. Il faut éliminer une rhinolalie ou un patient essoufflé ou des choses comme ça. Ensuite, il faut absolument faire l'interrogatoire. Avec l'interrogatoire, vous avez une bonne orientation déjà. Et faire un examen du larynx. L'examen du larynx, donc l'examen physique, c'est une laryngoscopie indirecte. La gauche est à droite et la droite est à gauche. C'est pour ça que ça s'appelle indirect. Et la laryngoscopie indirecte, c'est au miroir ou au nasofibroscope. Et ensuite, en fonction de ça, soit on va voir une grosse tumeur et c'est évident, soit on va voir un larynx paralysé et on fait le bilan du larynx paralysé. Enfin, on va avoir déjà une bonne idée rien qu'avec l'examen physique et l'interrogatoire. La laryngoscopie directe en suspension, vous me demandiez ce que c'est. La laryngoscopie directe en suspension, c'est la même laryngoscopie que la laryngoscopie de la panendoscopie. C'est-à-dire que c'est un tube rigide qu'on met dans le larynx du patient. Donc pour ça, il faut qu'il soit soulagé. Et le problème est le même que le problème pour les oreilles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le larynx, on est bien embêté parce que on est un peu comme ça. En plus, c'est pas très facile à mettre. Et ce qu'on aimerait bien, c'est faire un peu de chirurgie sur ce larynx-là, parce qu'on est chirurgien. Bon. Donc on a trouvé un truc super intelligent. On accroche le laryngoscope. Ça s'appelle laryngoscopie directe en suspension. Voilà, il est accroché. Du coup, j'ai deux mains. Je peux prendre une pince et un ciseau et enlever les nodules, ou enlever le truc, ou faire une biopsie, ou prendre des photos, faire ce que je veux. D'accord? C'est juste ça, une laryngoscopie directe en suspension. Et c'est l'examen qui est intéressant, surtout pour les tumeurs bénignes, en fait. Parce que pour les tumeurs malignes, en pratique, on met le laryngoscope, on en prend un bout, et puis on ira réfléchir après. Voilà, c'est bien, c'est tout pour aujourd'hui. On va se faire un peu d'icono. Il y en a beaucoup, hein.